Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder un exemple un petit peu plus pratique sur les tests par rapport au TP et les tests sur les bases de données. Donc, ça va être plus concret que le dernier vidéo qui était plus des généralités sur les tests unitaires. Donc, pour cette vidéo, je vais utiliser le code du TP3 qui vous est fourni, donc le code de base. Et en fait, je suis dans la partie ici Android Test. Petit rappel, si vous avez des tests qui doivent fonctionner sur un téléphone, donc n'importe quel test en lien avec la base de données, on va aller les mettre dans Android Test. C'est là qu'on va avoir accès à nos variables pour notre téléphone, donc notre contexte, etc. Donc dans mon cas, comme j'ai besoin de me créer une base de données en mémoire, donc si vous ne vous souvenez pas c'est quoi, je vous invite à retourner voir le vidéo numéro 2 de la semaine sur les bases de données. Donc, on a ici besoin du contexte et c'est pour ça que je l'ai mis dans Android Test. Tout ce qui est dans test normal, c'est des tests qui n'ont pas besoin d'Android. Donc, c'est des tests que vous pourriez rouler dans IntelliJ pour un programme Java qui n'est pas relié nécessairement au mobile. Donc, dans Android Test, j'ai une classe test application qui contient, ici, ça c'est du code qui va s'exécuter au début. Donc, je me crée ma base de données, je me crée mon service. Et par la suite, vous avez des tests qui sont déjà écrits pour la création d'une question. Donc, on peut regarder rapidement. Vous avez les noms de tests ici qui vous indiquent si le test est supposé être OK ou KO. Et à ce moment-là, si la question est vide, si elle est trop courte, trop longue, si le ID est fixé, donc on va regarder qu'est-ce que ça veut dire, et si la question existe déjà. Et il y a également l'ajout d'une question que j'ai ici. Donc pour commencer, je vais vous inviter à faire pause encore une fois et à regarder les deux méthodes qui sont ici et à essayer de répondre à la question qu'est-ce que les deux méthodes ont de différent en termes de vérification. Vous avez sûrement remarqué que la première a le mot BD dans son nom. Le texte de la question est vide au lieu d'avoir un texte. Et également, plutôt que de passer par le service, on passe directement par la base de données. Donc, comme on a vu dans le cours de la semaine passée sur les services, on ne devrait jamais appeler directement notre base de données. On devrait toujours passer par le service. Cependant, on est maintenant dans des tests unitaires. Donc, si je reviens à ma petite diapo, on s'était demandé pour le problème d'ajout, est-ce que le problème vient de la base de données, du service ou de l'interface? Donc, on est capable dans les tests de faire deux tests différents, c'est-à-dire un test qui vérifie la base de données et un test qui vérifie le service. Donc, c'est très important d'être capable de différencier les deux tests. Ils ne sont pas pareils du tout. Pourquoi? Si j'exécute le premier test, je vois que ce test ne va pas passer. Et même si je mets du contenu à ma question, le test ne va pas passer non plus. Et dans le cas du deuxième test, le test passe sans problème. Pourquoi? Essayez d'y penser quelques secondes. La réponse est tout simplement que dans notre assert, on vérifie que l'ID de la question, donc qui est un champ de notre objet question, on vérifie qu'il n'est pas nul. Dans le cas de notre service, si on va regarder le code, quand on ajoute dans notre base de données une question, on va mettre ici le ID de la question avec, on va l'assigner avec l'objet. Et donc, l'objet qui est ici correspond au même objet qui est ici. Et c'est pour ça que, comme on a mis un égal, il va aller vérifier qu'il n'est pas nul, et donc ça, c'est vrai. Dans le cas de notre base de données, elle, tout ce qu'elle fait, quand on fait Insert Question, elle va l'insérer dans la base de données, c'est tout, OK? Elle n'assigne pas de ID à cette variable-là. Donc, en écrivant ce test-là, c'est sûr que ça va être faux. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre ce problème-là? Si on veut tester directement notre base de données, on ne peut pas se servir de l'objet comme ça. Il faut faire un petit changement. Donc, ce qu'on remarque ici pour notre insert, c'est que notre méthode nous retourne un long. Et ce long-là, en fait, c'est le ID
que la base de données a donné à notre question. Petit rappel, si vous retournez voir ici, on a mis auto-generate égale true. Donc ça veut dire que c'est la base de données qui s'occupe de gérer les ID, c'est pas nous. Donc, il ne faut pas qu'on assigne un ID à notre question, c'est vraiment la base de données qui s'en occupe. Puisque cette méthode retourne le ID après l'avoir inséré, on peut tout simplement aller récupérer ce ID-là dans une variable. Donc, je peux dire ID égale à cette affaire-là. Et maintenant, je peux aller vérifier que le ID n'est pas nul. OK, j'aurais aussi pu écrire directement ici cette partie-là. Maintenant, si j'exécute ma méthode, je vois que le test passe. Maintenant, on va juste tester autre chose. Donc, supposons que je mets les deux questions vides. Dans le premier cas, le test passe. Et dans le deuxième cas, le test échoue. Pourquoi? Question vide, OK? Donc, encore une fois, ce qui différencie les deux tests, c'est que lui fait seulement un insert dans une base de données, mais lui, dans notre service, on avait des validations qu'on faisait. Est-ce que la question est nulle? Est-ce qu'elle est trop courte? Est-ce qu'elle est trop longue? OK? Donc, les tests qu'on va faire ne vont pas viser la même chose. Là, on veut vraiment vérifier que notre requête SQL fonctionne. Ici, on veut vraiment vérifier que notre validation, nos calculs, toute la partie logique fonctionne. Je rappelle aussi que vous pouvez mettre un point d'arrêt à tout moment pour aller voir en faisant ici un clic droit debug. Vous pouvez ouvrir le Database Inspector et aller vérifier que votre question ici insérée, ça a bien fonctionné. OK? Donc, supposons qu'ici vous avez un select ou peu importe, vous pouvez cliquer et écrire votre requête et la rouler ici. OK? Donc, c'est possible de débugger même dans des tests pour voir qu'est-ce qui se passe et vous assurer que ça fonctionne. Évidemment, chaque fois que vous roulez le test, il refait une base de données. Donc, si vous avez juste un insert, vous allez avoir seulement une valeur. Mais au moins, ça vous permet de débugger vos tests. Ensuite, on va regarder pourquoi est-ce qu'on fait assert not nul. OK? Pourquoi est-ce qu'on fait pas genre assert.assert equals. Fait que là, on s'attend à ce que le ID ce soit 1 parce que ma base de données est vide. Fait que le premier, c'est 1. Puis après ça, ben ça, c'est mon ID. OK? Comme c'est un long, je pense qu'il faut que je mette un delta. Ouais, donc même chose que dans l'autre vidéo, là. Pourquoi on fait pas ça, tu sais? Dire, ben écoute, j'ai ajouté quelque chose, je vais vérifier que le ID, c'est 1. Puis là, ben, je vais l'essayer. Et voilà, mon test passe. OK? Le problème avec ce code-là, c'est que vous assumez que le ID numéro 1 va toujours être 1. OK? Et ça, c'est pas du tout vrai dans toutes les compagnies qui existent. Donc, il y a des compagnies qui ont un système, par exemple, le ID, ça va être 1100, puis après ça, 1101, puis peu importe. Peut-être aussi que vous utilisez, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais en SQL, il y a quelque chose qu'on appelle des séquences, c'est juste des nombres séquentiels. Et en fait, ben, il va starter les ID à un certain chiffre, donc par exemple 30 000 ou peu importe. Peut-être que vous avez fait des deletes, fait qu'à ce moment-là, ben, les ID, il y a des ID qui sautent ou etc. Donc, pour plusieurs raisons, on ne peut jamais assumer que le premier, le deuxième ou le 10e ID, ça va être 1, 2 et 10. OK? On ne peut pas dire que c'est directement ce ID-là. Ça, c'est pas une bonne façon de faire. Donc, plutôt que d'assumer la valeur du ID, la seule chose que nous, on doit vérifier, c'est avant que la base de données insère la question, il faut que le ID de notre objet soit nul. Et après que la base de données ait inséré la question, il faut que le ID soit assigné. Donc, nous, ce qu'on doit vérifier, c'est qu'avant d'avoir inséré la question dans la base de données, il ne faut pas que l'usager ait attribué un ID à notre objet parce qu'on veut que ce soit la base de données qui le fasse automatiquement. Parce que c'est la bonne façon de faire. À ce moment-là, on doit vérifier avant l'ajout de la question dans la base de données que, donc, assert nul le ID de notre question.
Voilà. Et après, on doit vérifier après, comme ça ici, que le ID n'est pas nul. Tout simplement. Donc ça veut dire que la base de données, c'est elle qui a assigné un ID parce qu'avant, il était nul. Et après ça, on a obtenu un ID. Donc, on peut faire la même chose avec notre service ici. Ça va être un petit peu plus intéressant. C'est-à-dire que on vérifie avant que le ID est nul. On appelle notre service pour créer la question et on vérifie après que le ID n'est pas nul. C'est pas mal tout pour cette vidéo. Donc, juste faire la différence entre les tests sur la base de données et les tests sur notre service. Et ne pas oublier de ne jamais assumer le ID d'un élément qu'on vient d'ajouter, plutôt de vérifier si le ID n'est pas nul. Une dernière question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on teste exactement? Puis en fait, ça va dépendre de la situation. Règle générale, on va vouloir tester les cas qui sont au bout de nos limites. Donc, par exemple, j'ai un système de récompense où, en fonction de combien d'argent la personne a dépensé dans le mois, je lui donne un pourcentage de cashback, donc un retour sur cet argent-là. Et en fait, j'ai certaines règles, donc de 0 à 1000 $ dépensés, c'est 1%, entre 1000 et 2500, j'ai 1,5%, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on va vouloir tester les limites. Donc, par exemple, déjà en partant, si j'ai un nombre négatif, qu'est-ce que mon système fait? Donc, ça, c'est souvent un cas qu'on oublie. Après ça, à 0, est-ce que ça fonctionne? À 999, est-ce que ça fonctionne? À 1000, est-ce que ça fonctionne? Et après ça, à 1001, OK? Parce qu'on veut être sûr que vraiment les deux cas ici soient bien gérés pour pas qu'il y en ait un qui tombe entre les craques du sofa. Etc. OK? Donc, on va souvent vouloir dire, OK, fait que 2500, je vérifie, 2501, 10 000, 10 001, 50 000. Donc, ici, ça pourrait être 50 001, puis après ça, un autre chiffre plus haut, genre 100 000. OK? Donc, ça, je sais que c'est un peu long, mais l'idée, c'est vraiment de s'assurer que nos limites en termes numériques soient gérées. Également, on va avoir des tests qui vont être sur le fonctionnement du système. Donc, on va vouloir tester tous les cas qui marchent, ou en tout cas quelques cas qui fonctionnent, et la plupart des cas qui ne fonctionnent pas. Donc, si on regarde le code du TP3, j'ai fait un exemple où la question, elle est assez longue. Après ça, un où elle est vide, un où elle est trop courte, un où elle est trop longue, un où le ID était fixe, donc fixé ici. Donc, on avait vu qu'il ne faut pas fixer l'ID parce que c'est la base de données qui doit s'en occuper. Et finalement, un cas où la question existe déjà, c'est juste qu'on a mis des majuscules, mais c'est la même question. Donc, on essaie vraiment de penser à tous les cas qui pourraient fonctionner et tous les cas qui pourraient ne pas fonctionner. Généralement, si vous faites un ou deux cas qui marchent bien, ça devrait être suffisant pour confirmer que le système est correct. Mais pour ce qui est des cas qui ne marchent pas, c'est important d'essayer de penser à tous les cas possibles pour être sûr que si jamais l'usager fait ce comportement-là, votre système est capable de le gérer.